Oui, bande ko balandi ato ko moi pendingo to mesna ko kutana ko sura masura ba imboka ko sura masura ba congolais. To yebisa ki bino congolais ni so ko sura musala malang pour ba congolais biso to za toujours simanayi. Bande ko na ngai lobby ezaki bongo vendredi. Nene yebisa ka bino. Eli Afuna, député sans frontières. Moi na somi ekolo Congo, moi na biso honorable Christelle Vwanga. Député sans frontières, akendeki kuna na ifasik ko solola sur makambo Italie droit de l'homme. Comme IEP azali présidente de l'Assemblée nationale, ya makambo Italie droit de l'homme, ba bengisa ki akende ko solola na bana ifasik bana G3 a collaboration nande ko na biso recteur ya ifasik pe azalaki wana elongo. Bola na boke binyon sumo na somi ekolo Congo, dame de fer honorable Christelle Vwanga nini oyo akende ko sabuna na ifasik masoni ni basolaki makanisini ni ba pesa ki bande ko na étudiant place à Outa, Bolanda. Ma réponse tout de suite, c'était à Serge Kabomo, je ne pourrais pas, je ne peux pas. Il me dit non, mais tu n'es pas différent de ces hommes, vous avez été tous à l'IFASIC formés, mais comment eux ils peuvent parler politique, toi tu ne peux pas. Il m'a dit non, essaye d'abord, viens, je te connais, viens d'abord. Alors c'était la première émission et tout le monde m'a découvert et j'ai pris cette passion-là de parler politique dans différents plateaux de télévision et tout ça je le dois à mon université, ma maison, notre alma mater, l'IFASIC. Depuis quelques mois, je suis à l'Assemblée nationale. Lorsque je suis arrivée, parce que je suis aussi une activiste des droits des femmes et des droits humains, je suis arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait 7 commissions. Mais il n'y avait pas une commission dédiée aux droits humains. J'ai dit, avec tout ce que nous avons vécu ici, des guerres internes, où le respect de la dignité humaine n'est pas considérée, on ne peut pas avoir une Assemblée nationale sans une commission permanente de droits humains. J'ai suggéré, c'était très difficile pour que ça passe, il y a eu des débats au niveau de la commission, au niveau de la plénière, mais Dieu merci, cette commission a été votée. Alors, au moment de se départager de poste, il s'est fait qu'on a donné à l'opposition, parce que je suis de l'opposition, on a donné à l'opposition 3 postes, 3 présidences et la majorité en a pris 7. Alors, parmi les 3 là, il y a 3 groupes parlementaires à l'opposition. Alors, on a distribué selon le groupe parlementaire et par chance, mon groupe parlementaire va avoir les droits de l'homme. Alors, on a demandé qu'on puisse déposer les candidatures. J'ai déposé ma candidature et ma candidature a été retenue au niveau de mon groupe parlementaire et j'ai été proposé pour le poste de la présidente de la commission de droits humains, poste que j'occupe d'ailleurs. Mais je vais vous dire que ce n'était pas facile. Le recteur le sait, il sait pourquoi ce n'était pas facile. La première raison, la première cause, tout ce qu'on me disait c'était, elle vient d'arriver, elle est trop jeune. On ne me disait pas qu'elle ne pourra pas, qu'elle est incompétente. On disait qu'elle est trop jeune, non, elle vient d'arriver, elle a encore l'âge. Et si je me bats aujourd'hui pour les droits humains, si je me bats pour l'efficacité de ce que je suis en train de faire, c'est parce qu'au fond de moi, je sais que je me bats aussi pour une autre cause, c'est la cause des jeunes. Partout ailleurs, à 30 ans, on occupe déjà des responsabilités. Mais on ne comprend pas pourquoi nous, à 30 ans, on devrait nous considérer comme des bébés. Je vous jure qu'il y a des adultes qui ont quitté la commission parce qu'il y a 56 parlementaires. Il y a des adultes, certains adultes qui ont préféré quitter la commission parce qu'ils se sont dit se faire présider par un jeune et quand on est encore une jeune femme, alors ils se disent on ne va pas laisser ça passer. Ils ont quitté la commission, mais nous on a commencé à travailler. Et notre commission est toujours la première. Quand on demande un travail, on est toujours la première à remettre. Et c'est parmi les commissions qui sont les mieux cotées à l'Assemblée nationale. Alors, il m'a été demandé de parler de la liberté de la presse. Mais avant tout, je voudrais vraiment vous bosser un tableau, bien de peindre un tableau sur les droits humains. C'est quoi les droits humains? Il n'y a pas une définition exacte. Il n'y a pas une définition précise de droits humains. Mais ce que je veux vous dire, les droits humains aujourd'hui, passez-moi l'expression, est un domaine transversal qui touche tous les domaines de la vie. À partir du moment où on se réveille, nous sommes déjà dans les droits humains.
on sort, nous allons à l'université, au travail, partout. Nous sommes dans les droits humains. C'est vrai qu'on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1945, mais en réalité, en Afrique, à l'époque d'ailleurs de l'Empire du Mali, il y avait déjà un texte, un grand texte où on parlait des droits des autres, on parlait des droits humains, et ça c'était au XVIIe siècle. Parce que, comme nous sommes des Africains, à un moment donné, on tente aussi de récupérer, de dire que ça ne vient pas que de là, ça vient aussi de nous. Et la constitution de notre pays, lorsque vous lisez, de l'article 11 à l'article 64, consacre tout ça aux droits humains. Quels sont ces droits humains? C'est subdivisé en 3 groupes qu'on appelle communément dans la thématique internationale les 3 générations des droits humains. La première génération, ce sont les droits civils et politiques. La deuxième génération, ce sont les droits sociaux, économiques et culturels. Et la troisième génération des droits, ce sont des droits qu'on qualifie de collectifs. Je vais expliquer. Mais maintenant, on est en train de réfléchir sur une 4e génération des droits humains. Cette 4e génération, certainement, on parle des technologies de l'information et de la communication, Internet, etc. Mais pour raison pédagogique, on ne peut pas encore parler de cette 4e génération parce qu'elle n'a pas encore été établie. Donc nous les donnons les 3 générations de droits humains. Les droits civils et politiques, la première ou le premier droit, l'homme a droit à la vie. C'est là où on retrouve notamment la liberté de l'expression et la liberté de la presse, parmi les droits civils et politiques. L'homme a droit à l'eau, à l'électricité, l'homme a droit à la vie, l'homme a droit à la liberté d'expression, etc. La deuxième génération, les droits sociaux, culturels, économiques, l'homme a droit au travail, l'homme a droit au syndicat, l'homme a droit à la grève, l'homme a droit à un salaire décent. C'est là qu'on trouve ces droits-là. Et la troisième génération, ce sont les droits qu'on a qualifiés de collectifs, mais aussi de droits dits de solidarité. Ce sont des droits liés à l'environnement. L'homme a droit à un environnement sain. Après les inondations, l'État a les devoirs et la responsabilité de s'occuper des citoyens. Donc partout là où vous pouvez retrouver la pollution des mers, la pollution des eaux, etc., on les trouve dans les droits collectifs. Alors nous, au niveau de la commission, lorsque nous sommes arrivés, les collègues voulaient que l'on puisse créer des sous-commissions parce qu'on a 3 sous-commissions. Ils voulaient qu'on puisse créer 3 sous-commissions en dehors des thématiques. Cette adresse ici avec sérieux, prenez note parce que à la fin de ça, pendant les vacances, vous avez toutes les vacances, au retour des vacances, vous devez déposer un TP de cet exposé ici. Alors suivez ça au sérieux. C'est pas pour rien que je l'ai fait venir ici. Je vous ai donné un indice, donc il y a la Constitution qui est là, vous pouvez lire aussi la Constitution. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le droit à la liberté et à l'accès de la presse. L'article 23 de notre Constitution est clair, consacre même cet accès à l'information. Et même en 1948, il y a eu un addendum. Un addendum, c'est-à-dire un complément de loi, à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où on a consacré l'accès à l'information pour tout citoyen. J'aurais bien voulu, parce que nous sommes pendant les vacances parlementaires, j'ai demandé la proposition de loi sur l'accès à la presse, mais malheureusement l'administration ne travaille pas vraiment, je n'ai pas pu en avoir, mais je vous promets que je vais vous apporter cette proposition de loi. Mais il y a un problème. Depuis qu'on a commencé avec cette proposition de loi, cette loi ne passe toujours pas à l'Assemblée nationale. Parfois on arrive à un pas, à 2 pas, on dégoûte. Toujours. On a eu une réunion dans notre commission parce que, en tant que journaliste, j'ai accepté d'accompagner et d'endosser cette loi parce que l'homme a droit
à l'accès à l'information. Et puis ici, quand on parle de l'accès à l'information, ce n'est pas seulement qui a tué, ce n'est pas seulement qui a égorgé. C'est aussi savoir ce qui est simple, comme le prix du passeport par exemple. Chaque Congolais a son prix. Mais parce qu'on ne sait pas taper au ministère pour nous donner un prix exact et conforme. Attestation de naissance, ça dépend selon les communes. Tu vas ici, c'est 10 $. Tu vas là-bas, c'est 20 $. Il n'y a pas, c'est cette loi-là qui va faire à ce que tout Congolais soit capable de taper sur une porte et d'avoir une réponse convenable par rapport à l'information. Alors là, je n'ai pas hésité. J'ai dit aux collègues, j'ai dit aux partenaires, j'ai dit même aux journalistes que si cette loi sur la liberté de la presse ne passe pas, il n'y a pas je sais pas moi, de témoignages ou bien deux interprétations. Il n'y a qu'une seule raison valable. C'est parce que les politiques ont peur des journalistes. Point. Ils ont peur des journalistes. Un politique, quand tu l'accompagnes en reportage, quand tu fais des beaux reportages, tel ministre a donné telle somme d'argent, il a vu des enfants, il a donné ceci, là, ça va pour vous. Mais quand tu commences à chercher, qu'est-ce qu'il a fait avec les 6 millions? Qu'est-ce qu'il a fait avec les 15 millions? Vous devenez l'ennemi numéro 1. Alors les politiques dans leur ruse, comme ils sont à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils savent que s'ils font passer cette loi, dorénavant, les journalistes pourront voir un bon soubassement pour écrire leurs articles. C'est la raison pour laquelle cette loi a toujours été bloquée. Mais maintenant, comme nous sommes là, nous sommes dans la commission de droits humains ou dans les droits civils et politiques, nous parlons de droit à l'accès à l'information. Nous avons accepté d'endosser cette loi et ça sera la première loi, si on peut le dire, de notre commission à la session de mars. Je voudrais quand même interpeller. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes encore à l'IFACI. C'est vrai que demain, et je pense qu'il y a des étudiants qui travaillent déjà dans le domaine qui sont ici. Quelle est notre responsabilité? Lorsqu'on dit, par rapport aux droits humains bien sûr, lorsqu'on dit nous sommes le 4e pouvoir, effectivement c'est conventionnel. Nous n'avons que 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Quand on dit que la presse c'est le 4e pouvoir, c'est parce qu'on a compris et on n'a pas voulu te dire en réalité que nous étions le 1er pouvoir. Parce que nous contrôlons tous les pouvoirs. Mais nous ne refusons pas, nous sommes le 4e pouvoir. Le monde actuellement est figé sur ce que les journalistes donnent aux téléspectateurs. Ça c'est parce que je sais au fond de moi, je suis confiante qu'ici, il y a des futurs parlementaires. Je viendrai parler de la légistique, qui est l'art d'écrire des lois et les interpréter, l'art d'amender, comment on fait pour comprendre les lois, quelles sont les étapes. Je vous promets que je viendrai ici pour vous en parler. Moi, j'ai un slogan. Je dis toujours rendez-vous au sommet. Je dis rendez-vous au sommet parce que naturellement, une génération est censée prendre la relève des choses dans tous les domaines. Mais que vaut cette génération si elle n'est pas préparée? Si elle n'est pas préparée, je n'aime pas la place qu'on accorde aux jeunes dans les partis politiques. Je n'aime pas cette place-là. On a beaucoup à donner. Notre travail, ou bien notre ambition dans les partis politiques, ce n'est pas seulement la mobilisation. Ce n'est pas seulement que lorsque, entre guillemets, l'autorité morale arrive, nous sommes là en train de l'accueillir. Mais quand il faut
avoir des postes ou des responsabilités, on vous rappelle que vous êtes jeune. On dit non, vous attendez d'abord. Votre travail, c'est la mobilisation. Mais comment on va trouver une solution si nous-mêmes, au-dedans de nous, nous ne comprenons pas que nous devons nous lever et changer les choses? Regardons dans les parlements du monde entier, dans les gouvernements. J'ai publié le nouveau gouvernement finlandais, 32, 33, 34, Premier ministre 34 ans, tout ça là. Mais nous ici, nous sommes encore des bébés à cet âge-là. Mais c'est la faute des autres ou bien c'est notre faute? C'est notre faute. La véritable solution s'obtiendra par un réseautage, un grand réseau. Vous êtes mes camarades, je ne peux pas vous dire combien j'endure. J'endure. Vous conduisez un groupe de parlementaires de 56, non de moindre, que vous connaissez les noms. Et parfois, quand ils viennent aux réunions, ils disent « Ok, on vient d'abord, on va entendre aujourd'hui qu'est-ce qu'elle va dire. » Ils sont là, ils ne réagissent pas. Ils n'attendent que la petite faute pour vous rappeler « On avait dit quoi ?» Qu'elle est encore jeune. Et c'est un travail double qu'on doit faire. On doit se documenter. On doit lire. On doit se former davantage pour ne pas permettre aux autres d'avoir raison. Et comme je l'ai dit au début, je sais que je l'ai fait pour toute une génération parce que si j'échoue, le jeune qui viendra après moi, on va dire « Mais tu n'as pas de raison de te plaindre. On avait donné l'opportunité à une jeune et elle a échoué. » C'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit d'échouer. Je vous remercie. Merci pour la parole. Je reprends le commande des Sébam. Ma question est de savoir, je vous ai suivi hier sur Top Congo, vous avez parlé sur des massacres à l'est du pays. Vous avez parlé que le problème est de majorer les salaires des soldats, des militants. Et vous avez parlé aussi, le problème est qu'on doit savoir à qui on se bat et pourquoi on se bat. Donc à partir de là, le gouvernement a dit qu'on se bat contre les djihadistes et les musulmans. Et vous avez dit qu'il faut savoir à qui on se bat et pourquoi on se bat. Donc vous avez une contradiction à savoir c'est quoi vraiment les autres problèmes. Le discours de Jean-Pierre A est facile. Ma question de savoir est celle-ci. Souvent nous les jeunes, on ne nous donne pas le poste de décision. Maintenant, il faut qu'on fasse quoi? Bien faire. Il faut avoir beaucoup d'argent ou il faut beaucoup étudier. C'est ça ma question. Pour menacer un peu son voisin. Et c'est dans cette logique-là qu'il y a eu des adeptes. Ils ont été nourris ici, vêtus, abrités sur notre territoire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, s'ils sont passés d'une rébellion à du terrorisme, il faut nous expliquer maintenant, c'est arrivé quand? C'est arrivé quand? Est-ce qu'il y a eu endoctrinement? Si oui, c'est arrivé quand? Et toutes ces réponses-là, ce ne sont que les renseignements qui peuvent nous les donner. Et j'étais quand même étonnée qu'après 30 ans de service sur un territoire, on ne connaît pas toujours la nature des adeptes. Certains disent non, ce sont des rebelles. Certains disent non, les présumés adeptes. Certains disent non, ce sont des terroristes. Ok. Les autres disent non, 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 non. Parce que lorsqu'ils sont venus ici, 30 ans passés, ils étaient des jeunes hommes. Ils ont eu des femmes congolaises. Ils ont eu des enfants. Et ceux qui tuent maintenant, ce ne sont pas les papas, ce sont les enfants qui sont nés sur notre terre. Est-ce qu'il y a lieu de dire encore que ce sont des Ougandais qui tuent? Parce qu'ils sont nés ici. Et ce sont les réponses à toutes ces questions qui vont évidemment nous donner une réponse, un bon diagnostic qui fera à ce qu'on puisse attaquer l'ennemi. Sinon, lorsque nous tergiversons, certains disent terroristes, et je n'ai rien à voir avec le terrorisme. Rien à voir. Mais si vous appelez le terrorisme dans votre pays, il faut être conséquent. Parce qu'eux, ils frappent partout. Vous ne pouvez pas vous réveiller et dire non, il y a des terroristes dans notre pays. Oui, le terrorisme est une question internationale.
Et on voit comment est-ce que la communauté internationale est mobilisée pour traquer le terrorisme. On a vu ça au Mali, on a vu ça au Niger, mais pourquoi cette même communauté internationale qui sait, puisqu'ils ont des satellites et des drones, qu'il y a le terrorisme au Congo, ils ne se mobilisent pas pour traquer les ADF? Donc nous, c'est une autre forme de terrorisme qui est différente de celui du Mali. C'était ça mon questionnement, et j'avoue que, sauf peut-être que si vous pouvez me dire que je déraisonne, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que j'ai des raisons? Je ne déraisonne pas, c'est la question que j'ai posée. J'ai étanché votre soif. Merci. Il y avait une autre question? Mon artiste a dit comment faire pour avoir le poste et tout. D'abord, chers camarades, la politique, c'est un apostolat. Tout le monde n'est pas fait pour être politique. Tout le monde n'est pas fait. On peut être meilleur dans son domaine, comme le chef du village, il est meilleur dans son domaine quand même. Et impacter la vie des gens autrement. Peut-être que si je suis aujourd'hui dans la politique, peut-être aussi c'était mon destin. Mais à part la politique, je sais aussi faire autre chose. Je suis aussi journaliste. Si aujourd'hui il n'y a pas de journalisme et il n'y a plus la politique, je rentre dans mon métier. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des postes? Je ne sais pas. Il faut d'abord être passionné de ce que vous voulez. Parce qu'un grand homme m'a dit, ambition sans talent est un crime. Si vous ambitionnez de faire des choses et que vous n'êtes pas talentueux, vous êtes en train de tuer l'ambition. Donc il faut commencer à se préparer. Et vous, et nous avons une valeur ajoutée. C'est notre métier de journaliste. Je vous dis, avec ma formation de journaliste, je peux résumer le budget de l'État en 5 minutes. Je peux le faire. Tel domaine, si vous allez sur ma page, s'il vous plaît, Christelle Fouanga officielle, vous vous abonnez, vous allez voir, vous allez m'aider aussi à partager et tout, vous allez voir mes interventions à l'Assemblée nationale. Donc en 5 minutes, j'arrive à balayer tous les domaines. Pourquoi j'ai été formé pour ça? Mais vous allez voir, bon, je ne suis pas en train de dire, il est avocat, mais quand il arrive, il est pertinent, mais il est figé sur un point. Il dit, moi je vais prendre seulement un seul point. Il en parle et puis c'est tout. Mais moi, en ma qualité de journaliste, je sais aller vite et résoudre. Ça, c'est notre formation. Et un autre avantage, nous avons cette grâce-là de connaître tout. La musique, le sport, le droit. Parfois, quand je fais les débats dedans, on me dit, tu es juriste? Non, je ne suis pas juriste. Mais parce que tu as eu sur ton plateau un juriste et que tu es allé te documenter vite, ça reste. Les jours où tu reçois un économiste, tu vas te documenter, ça reste. Environnementaliste, etc. Et tu vas te retrouver un pompe avec un background terrible. C'est comme ça que je vous ai dit, les politiques ont peur des journalistes, ils savent pourquoi ils ont peur. Ma question est celle-ci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre parti en tant que femme? Parce que vous avez plus parlé en tant que jeune. Moi, j'aimerais savoir des difficultés que vous rencontrez en tant que femme. Parce que je sais que c'est difficile. Moi, je n'ai pas une question comme telle, mais c'est une suggestion. Vous nous avez vous-même parlé des difficultés que vous avez rencontrées pour avoir le poste que vous avez aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous souhaite un excellent mandat. Nous vous soutenons. Mais aussi, je voulais suggérer quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de la jeunesse qui se contente des postes, de ce qu'on leur donne comme responsabilité dans les partis politiques. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec vous. Mais après aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez faire? Ne pensez-vous pas mettre sur place une plateforme pour regrouper les jeunes afin de nous conscientiser? Parce que nous avons de la matière, mais nous disons nous n'avons pas de modèles. Nous n'avons pas des jeunes qui peuvent nous sortir de ce gouffre. C'est difficile pour nous de nous frotter à tous ces papas, ces mamans qui se sont déjà positionnés. Et nous nous disons, si nous trouvons quelqu'un comme nous, qui nous comprend, qui sait que nous avons de l'avenir, nous pouvons aussi émerger.
est-ce que vous êtes accessible pour avoir derrière vous toute cette jeunesse qui a envie, qui a besoin de donner quelque chose, mais qui ne sait pas par où commencer? Donc voilà ma suggestion. Si vous pouvez mettre en place une plateforme qui peut aussi nous aider à vous soutenir et à relever, enfin à préparer la relève, parce qu'après vous, il faut qu'il y ait... Mon nom c'est Beau Magistrat. D'abord, j'ai toujours cherché cette occasion pour vous féliciter par rapport à ce que vous faites. D'ailleurs, je ne serai pas complexé de dire que je suis parmi vos fans. D'ailleurs, je me souviens depuis longtemps à la Liberté de Kinshasa, quand vous étiez journaliste. J'apprécie ce que vous faites. Ma question est celle-ci. Vous avez dit que vous êtes dans cette commission qui fait la suivi pour les droits humains et tout ceci. Alors, il y a un problème, il y a quelque chose que je cherche qui me fait mal toujours. Il y a quelqu'un qui a combattu pour les droits de l'homme, quelqu'un qui a été fort en ces pays, le dénommé Robert Chilea, qui est parti comme ça. Alors, il n'y a pas de poursuite. Est-ce que pensez-vous faire quelque chose de votre force, faire de mieux pour essayer de ramener cette chose, vous chercher la personne qui a commis le crime? Ça, c'est la première question. La seconde question est celle-ci. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui cherchent à dénoncer les anti-valeurs, ils sont poursuivis. Il y a même un journaliste qui est parti parce qu'il a dénoncé, il a été dépité, alors il est parti en prison. J'ai aussi aimé, alors que vous étiez chez lui à la maison, parler avec sa femme, je ne vais pas citer les noms, vous savez ça. Alors, est-ce que pensez-vous faire quelque chose pour essayer d'enlever ces anti-valeurs? Merci beaucoup. Chez Béa, et je dédie aussi cette journée à Rossi qui était un grand ami à moi, dont je suis la marraine de sa fille. Alors, mon ami m'a dit, comment est-ce que moi, de mon côté, est-ce que je peux initier quelque chose et tout. De prime abord, tout ce que je peux dire, moi je suis limitée. Pour la simple raison que la Commission permanente des droits humains est différente du ministère. Dans ce sens où nous sommes là sur le plan technique. Technique, ça veut dire que lorsque les lois viennent, moi je prends la loi, je regarde est-ce que les principes des droits humains ont été respectés. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, j'ai cette possibilité-là de convoquer en audition le DG de la Régie des eaux, comme on a déjà déposé d'ailleurs la lettre, et le DG de la SNEL, de venir répondre à la commission pourquoi il n'y a pas d'eau et pourquoi il n'y a pas d'électricité à Kinshasa. Ça, c'est mon domaine. Vous savez, la République, c'est comme une chaîne. Et une chaîne a des maillons. Chaque maillon doit être à sa place pour que la chaîne soit solide. Je n'ai pas les capacités de faire arrêter quelqu'un parce que cette personne a tué. Ça, c'est la justice qui peut le faire. Et moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Donc la commission non plus n'a pas cette prérogative-là. Donc ça, c'est une démarche, ça peut être une démarche des ONG, parce qu'il y avait déjà un procès où on peut suivre, mais en tant qu'individu, personnellement, parce que je suis aussi activiste, en tant qu'individu, je peux m'impliquer, mais je ne peux pas influencer parce que je n'ai pas, ces pouvoirs-là, je ne peux pas. Mon ami a demandé quelles difficultés en tant que femme. Alors moi, je vais vous suggérer, si vous pouvez organiser une activité pendant le mois de mars ou bien janvier, je suis disponible. Je peux venir. Moi, je viens toujours. Regardez sur ma page, je suis tout le temps avec les jeunes. Tout le temps avec les jeunes. C'est mon milieu ambiant. Quand je suis avec les jeunes, c'est ma responsabilité de venir le voir et de venir parler. Parce que si c'est que moi je vois à l'Assemblée nationale, si on m'avait dit déjà avant que ça sera comme ça, certainement je serais encore plus outillée. Quelle difficulté? La première difficulté, quand on est une jeune femme comme ça, quand on a un poste de responsabilité, personne ne croit que vous l'avez mérité. On dit c'est parce que vous êtes la petite amie d'Éden, parce que je l'avais vu ces jours-là en train de parler avec Sénida, donc c'est certainement lui qui a influencé pour qu'il puisse avoir ce poste. Donc la première chose quand on est une jeune femme,
faut supporter tous les maris du monde qu'on va vous mettre sur la tête. Mais toi, tu as ton objectif devant. C'est pas ton problème. Quand on dit, oh, elle a fait ça parce qu'elle est là, c'est pas ton problème. Donc, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. C'est devant que tu regardes. Tu n'as pas le temps de t'arrêter. La meilleure façon de répondre à ces gens-là, c'est bosser, c'est travailler. Mon ami a dit que j'avais dit que les jeunes doivent rentrer dans les partis politiques, ce qui est totalement faux. Je n'ai pas dit ça. J'ai tout simplement dit que la place qu'on accorde aux jeunes, je n'apprécie pas trop. Quand il faut mobiliser, on appelle les jeunes, mais quand il y a des responsabilités, on oublie qu'ils peuvent aussi occuper des places des responsabilités. C'est tout ce que j'ai dit. Et la meilleure façon d'avoir une carrière politique, certes, c'était passer par un parti politique. Moi, je suis arrivée directement parce que je voulais être indépendante. Je voulais vraiment être indépendante. Mais la loi électorale actuelle ne permet pas aux indépendants de passer. Avec le seuil électoral, c'est difficile. Donc il faut chercher plus ou moins une plateforme où il y a des gens qui partagent plus ou moins vos idéologies et d'adhérer. Et en 2023, ça sera encore difficile. Parce que ce qui va se passer, on est en train de créer des grands partis. Donc on va se retrouver plus ou moins avec 3 grands partis. Et si vous n'êtes pas dans un parti parmi les 3, c'est difficile pour vous d'être élu ou autre chose. Et beaucoup de jeunes, avec ce système électoral, ont beaucoup payé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une liste. Il y avait une liste, par exemple, nous à la FUNA, on était à 12 sur notre liste. Si je suis passé, c'est simplement parce que j'ai peut-être des listes et la CENI m'a donné 26 000 et quelques voix. Et c'est lui qui venait après moi avec 2000 voix. Donc moi j'avais 26 000, c'est lui qui vient après moi avec 2000 et les restes avaient 500, 400. Donc ils ne savaient pas comment ils allaient se débarrasser de moi. Il y avait trop d'égards. Mais les jeunes, beaucoup de jeunes ont payé. Par exemple, le tête de liste a 1000 voix. Le jeune qui vient, le jeune en tête de liste à 1000 voix, c'est lui qui vient juste après lui à 900 voix. Qu'est-ce qu'on dit? On fait passer celui qui a 900 voix et on laisse tomber les jeunes. Beaucoup de jeunes ont payé comme ça. Donc la loi électorale ne nous favorise pas. La deuxième chose, c'est aussi le montant, le caution à payer. La caution à payer, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Déjà avec la campagne, il faut avoir beaucoup d'argent et il faut payer encore beaucoup d'argent. Ça n'encourage pas les jeunes. Mais nous allons nous battre pour que les jeunes aient quand même une réduction de caution. Voilà, je pense que j'ai mon ami Paul, ça va? Je vais répondre à ta question. Non, mais tu n'iras plus regarder. Tu as regardé. Oui, je posais justement. Ok, merci. Je posais justement la question au Premier ministre de savoir où passent les bourses d'études. Comment un enfant de militaire qui est né au camp, un enfant brillant, peut avoir accès aux bourses d'études. On ne comprend pas qui sont réellement bénéficiaires de ces bourses d'études-là. Parce qu'on a créé un fonds qu'on a appelé le FOMI. On appelait ça fonds minier pour les générations futures. Alors j'ai posé encore la question de savoir, l'idée était bonne, mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Parce que déjà avec les bourses d'études, nous savons à qui vous donnez, et ces fonds-là dédiés aux générations futures, eh bien, on ne saura pas à qui ils seront destinés. Voilà, chers camarades, du fond de mon cœur, je vous remercie. Nous allons nous résumer. Roger.
Merci bandeko balandi ya tokomi boyende ezalaka bokeseni ezali bomoni ezala ba député balaka kabino omoni 2006 élection salamaka 2011 élection pe salamaka bon comprendre que 2019 élection salami bon mona bilongia sika maya sika balaka kabino bokasa ba osala ba fati ba réaliser yangoti batiki bino bazoko kende partout na lobby Eliezer Tambwe Poshi le coup en place de kitite libulu to yebite mutuni na kufi to yebite place ni to monite le coup en mobimba Ozi honorable nanga ekise sokuna Kajos Mafolo musala ko salama te ozi maître Rafali Kibuka musala ko salama ozi pe dame de fer honorable Christelle Voanga ya yewanat akolakisa bino de quoi elle est capable ya kosala musala na ndenge sengeli bandeko nanga boyo nde ezalaka tika ete kimi ya nzambe ezala na bino nde tokoze mikolo ezali koya